Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Décès en République démocratique du Congo de l'ancien Premier ministre Antoine Gizanga. Antoine Gizanga, figure de la vie politique congolaise depuis l'indépendance. Le chef du parti Lumumbiste unifié s'est éteint dimanche à Kinshasa à l'âge de 93 ans. Faut-il payer pour avoir le droit d'utiliser les réseaux sociaux en plus de son abonnement? Oui, réponse du gouvernement ougandais. Une taxe sur les réseaux sociaux est en vigueur depuis 7 mois et depuis son instauration, ce sont des millions d'internautes qui ont déserté la toile. Les Ougandais appellent toujours au retrait de la taxe. Ils dénoncent une entrave à la liberté d'expression. Puis le départ du Tour du Rwanda donné dimanche et vous le verrez, la course la plus populaire d'Afrique propose cette année un plateau toujours plus relevé. La classe politique congolaise salue le combat historique d'Antoine Gizanga, figure historique du parti Lumumbiste unifié. Antoine Gizanga s'est éteint ce dimanche à l'âge de 93 ans. Il avait fait de l'unité congolaise l'un de ses principaux combats. Antoine Gizanga était parmi ceux qui ont mené la révolution dans les années 1960. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Antoine Gizanga, fondateur du parti Lumumbiste unifié, s'est éteint ce dimanche 24 février 2019 à l'âge de 93 ans. Opposant au régime du maréchal Mobutu et de Laurent Désiré Kabila, c'est lui que l'on appelle patriarche, a milité toute sa vie pour un État unitaire. Pour ses partisans, la passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo a été pour le patriarche l'aboutissement de l'un de ses nobles combats. Il aura été heureux parce que finalement, il assista à la passation pacifique du pouvoir d'État en République démocratique du Congo pour une fois dans l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance, dont Gizanga lui-même est l'un des pères de cette indépendance. Candidat recalé à la présidentielle du 30 décembre 2018, Antoine Gizanga a finalement renouvelé l'alliance entre son parti PALU et la famille politique de Joseph Kabila. Sa disparition est un coup dur pour le Front commun pour le Congo, une disparition qui laisse poser des questions sur l'avenir même de son parti. Souvent, les partis de masse sont difficiles à survivre après le départ de celui qui incarnait les partis. Nous souhaitons un courage. Il ne faut pas que les dissensions puissent prendre les dessus. Gizanga a vécu en exil de 1965 à 1992. Au scrutin de 2006, il est classé 3e au premier tour et fait alliance avec Joseph Kabila qui remporte la présidentielle face à Jean-Pierre Bemba. Dans l'actualité également, le Royaume-Uni doit rapidement mettre fin à son administration des Chagos, avis rendu ce lundi par la Cour internationale de justice qui récuse ainsi la souveraineté britannique sur cet archipel de l'océan Indien. La CIJ donne raison à l'île Maurice qui tente de récupérer ce territoire abritant la base militaire américaine de Diego Garcia. Dans un avis consultatif, les juges de l'organe judiciaire principal de l'ONU estiment que le Royaume-Uni avait illicitement séparé l'archipel des Chagos de l'île Maurice après son indépendance en 1968. On écoute l'analyse de Rabin Boujoun, rédacteur en chef d'Ion News. C'est un avis consultatif qui a une valeur morale quand même assez importante parce qu'elle vient confirmer la position que Maurice a toujours eue en diplomatie, c'est-à-dire que le territoire des Chagos a été excisé de manière illégale de Maurice avant que l'indépendance de Maurice soit accordée par l'Angleterre. Donc c'est une grande victoire morale. Maintenant, le Premier ministre de l'île Maurice vient de donner une conférence de presse il y a quelques instants, durant laquelle il a dit qu'il ne privilégiait pas nécessairement un recours plutôt qu'un autre, c'est-à-dire qu'il n'a pas une séquence, c'est-à-dire il ne veut pas nécessairement discuter avec les Britanniques, puis essayer d'obtenir une résolution des Nations Unies, mais il attend d'abord que les Britanniques prennent une position et disent ce qu'ils pensent de cette décision qui pour nous, qui pour l'île Maurice, qui pour le gouvernement mauricien est une décision sur laquelle les Britanniques devraient agir.
Les Ougandais toujours vent debout contre la taxe sur l'usage des réseaux sociaux en vigueur depuis le 1er juillet. WhatsApp, Facebook et autres Twitter. Ces utilisateurs doivent débourser de 100 shillings par jour pour pouvoir y accéder. Le gouvernement dit vouloir combattre ce qu'il qualifie de bavardage et dans le même temps en profiter pour accroître les revenus pour le fonctionnement des services publics. Une décision qui soulève de nombreuses questions et qui a déjà entraîné la disparition d'Internet de millions d'internautes. Nelly Claude Bessa. La Commission ougandaise de la communication a déclaré que le pays a perdu 5 millions d'internautes suite à l'introduction en juillet 2018 de la taxe sur les médias sociaux. Dans le détail, la mesure fiscale oblige les Ougandais à payer 200 shillings par jour pour accéder aux plateformes de discussion telles que Facebook, Twitter et WhatsApp. Les statistiques des revenus générés par la taxe sur les médias sociaux et la baisse du nombre d'internautes ne sont pas surprenantes. Au cours du trimestre de l'étude, de juillet à septembre 2018, le nombre de contribuables sur les médias sociaux et les chiffres des revenus sur les médias sociaux ont tous deux affiché une tendance à la baisse. Les chiffres indiquent que les abonnés ont utilisé les services de médias sociaux au moins une fois durant le trimestre. À fin septembre 2018, 50,4% des abonnés à Internet bénéficiaient des services des médias sociaux. Comme le montrent ces statistiques, certaines personnes ont choisi de réduire totalement leur utilisation des médias sociaux. En témoigne la chute de 5 millions d'abonnés à Internet. D'autres, par contre, payent la taxe, tandis qu'une frange de la population continue à utiliser les médias sociaux en utilisant des applications de réseaux privés virtuels. Cette taxe va tuer les start-up ougandaises qui sont des entreprises de jeunes qui n'ont pas de ressources et qui profitent d'Internet pour faire valoir leur expertise à travers le monde. Elle est contre-productive, elle est contre l'innovation, elle est contre l'évolution des PME et de toutes petites entreprises. Depuis que la taxe a été instaurée, le sentiment qui prévaut parmi la plupart des Ougandais consiste à entraver la liberté d'expression des citoyens en introduisant des frais supplémentaires qu'ils doivent payer pour utiliser les médias sociaux ainsi que pour payer leur smartphone et accéder à Internet. Le Nigeria annonce son intention de vouloir plafonner sa production de brut conformément aux nouveaux quotas imposés par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le pays a été assigné à réduire sa production de 40 000 barils par jour contre une production qui tourne actuellement autour des 1,7 million de barils par jour. Ange Bijou-Nomenyo. Le Nigeria compte réduire sa production pétrolière de 40 000 barils par jour. Cette décision du pays fait suite aux recommandations de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole qui est de réguler la production sur le marché mondial. En décembre 2018, l'Organisation mondiale avait prévu en accord avec ses alliés de réduire la production pétrolière de 1,2 million de barils par jour dans l'espoir de redresser les cours du brut. Je ne pense pas que la décision de réduire sa production pétrolière du Nigeria soit automatiquement liée à l'injonction de l'OPEP. Parce que pour décider de réduire sa production, le Nigeria doit avoir vu où se trouvent les intérêts des nationaux et du secteur privé nigérian. Le Nigeria aurait dû mettre en exécution le plafonnement de son offre pétrolière depuis janvier, étant donné que l'accord a été conclu en décembre 2018. Mais au lieu de ça, le pays a lancé la production du champ offshore géant Egina, exploité par Total, ce qui devrait générer un plateau de production de 200 000 barils par jour. Je pense que sur le marché intérieur, je ne m'attends pas à un mouvement qui puisse secouer le Naira nigérian qui se porte ces derniers temps relativement bien après la dévaluation de 2016. La décision a été prise dans un climat électoral. Il faut attendre que les choses s'apaisent avant d'analyser plus sereinement l'impact et les effets d'une telle décision. La production actuelle du Nigeria est estimée à 1,7 million de barils par jour. Selon la Société publique du pétrole, elle a augmenté de 9% en 2018 par rapport à 2017. Coup d'envoi ce dimanche du Tour du Rwanda, 11e édition lancée à partir de la capitale Kigali. Et c'est l'Italien Alessandro Fedeli qui a remporté la première étape. Reportage de notre correspondant Fraterno Ndakaisianga. Pour sa première participation au Tour du Rwanda, l'Italien Alessandro Fedeli a remporté la première étape de l'un des plus grands événements sportifs sur le continent. Son équipe aura aussi eu le mérite d'être couronnée meilleure équipe de cette étape de plus de 110 km, distance qu'il a parcourue en 2 heures, 41 minutes et 32 secondes.
Je suis très fier. Nous avons eu une belle course. Les routes ici sont meilleures. En plus, il y a eu la combativité des coureurs et je suis très content. Notre équipe a bien fait aujourd'hui. Mais je pense que Joseph est mieux préparé que moi pour conserver le maillot jaune. Le meilleur Rwandais, Joseph Areruya, occupe la 4e place et court lui aussi pour Delco Marseille, la meilleure équipe de cette étape. Avec la promotion du tournoi à la catégorie 2.1 par l'Union cycliste internationale, le Tour du Rwanda a pu attirer 16 équipes et 78 coureurs. Toutes les équipes sont fortes et ce sera dur pour nous parce que nous sommes peu nombreux, mais on a une meilleure technique. On essaye de conserver de l'énergie tout en restant parmi les premières. La course est encore fraîche, donc on évite de se mettre la pression. La performance des Rwandais a été vraiment très très bonne. Comme vous le voyez, nous avons déjà 2 Rwandais parmi les 10 premiers, alors que nous avons des équipes professionnelles qui sont très rodées à des compétitions de très haut niveau. C'est vraiment satisfaisant. Le Tour du Rwanda est devenu la 2e course africaine à passer à la catégorie 2.1 après la tropicale Amissa Bongo du Gabon. Les cyclistes devront parcourir plus de 950 km jusqu'au 3 mars 2019, jour où le vainqueur sera annoncé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.